En Provence, Vert et Verdon. Des branches changent de Provence. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, chers amis IS et IES, bien sûr, c'est à la découverte d'une autre Provence singulière que nous partons aujourd'hui. Un coin de ce département du Var que nous aimons tant, c'est vrai, mais loin de la foule des bords de mer. Plus intime, enchâssé dans une nature davantage préservée, peuplé d'hommes et de femmes nourrissant une certaine authenticité toute provençale sur une terre plus qu'ailleurs, assurément spirituelle. Oui, parfaitement spirituel, car déjà, après Jérusalem-Rome, oui, c'est ici, dans ce petit quart nord-ouest du département, que Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 18 000 habitants, abrite depuis des siècles le troisième tombeau de toute la chrétienté. En près de 2000 ans, nombre d'ordres religieux, papes, rois, comtes, y bâtirent des abbayes, des couvents et des châteaux. Alors aujourd'hui encore, quand le pèlerin, le randonneur ou le cycliste sillonne les crêtes du massif de la Baume, ou traverse ces majestueuses forêts dans des paysages illuminés de ce soleil provençal, il ne peut rester indifférent. Les 43 communes de cette Provence qu'on appelle verte, irriguées par l'Argence et ses affluents, valent une par une le déplacement. Le terrain de jeu est donc vaste et flatte l'œil en permanence. Des premiers contreforts des Alpes du pays de Draguignan jusqu'au Toulonnais, bordé par les gorges du Verdon et au loin de la montagne Sainte-Victoire. Pleine nature, cyclotourisme, terroir, œnotourisme, spiritualité, patrimoine. Voilà donc le programme de cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et chers amis, pour vous faire découvrir toute l'histoire, le patrimoine, l'intérêt d'aller visiter cette Provence verte, autour de cette table, nous avons réuni... Enfin non, ils sont restés en Provence, ils n'ont pas voulu monter à Boulogne-Billancourt et je les comprends. Il y a Audrey Falcou, directrice de l'Office de tourisme Provence verte et Verdon. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Vous êtes bien là-bas quand même, hein? Sous le soleil, évidemment. Ah oui. Quand je vous ai dit, venez à Paris, on va faire l'émission, oh non, on va rester là, nous on est bien. Et vous avez raison. Séverine Besson, chargée de développement durable et des activités de pleine nature à l'Office de tourisme Provence verte et Verdon. Bonjour Séverine. Bonjour. Nathalie Roubaud est également avec nous. Elle est propriétaire du château Nestuby, elle est vigneronne et elle est présidente des vignerons indépendants du Var. Et avec vous, on va parler de quoi, Nathalie ? De vin au hasard. Oh, c'est étonnant. Et de terroir. Et de nos tourismes surtout, et de terroir. Et bien sûr, et le tourisme. Et enfin, Bruno de Boisgelin est avec nous. C'est l'un des 5 propriétaires du château de Saint-Martin de Palières. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous avez choisi un cadre absolument idyllique. Qu'est-ce qu'on voit derrière vous ? Alors derrière moi, c'est tout le paysage que je vois depuis le château de Saint-Martin, qui est situé au-dessus du village sur un piton rocheux, et on voit, vous voyez la barre des Écrins, Saint-Julien de Montagnier, vous voyez on voit le Ventoux, le Mont Ventoux, on voit la Verdière, on voit une partie des gorges du Verdon, voilà. C'est magnifique. Mais c'est chez vous qu'on aurait dû venir faire l'émission et puis on aurait été bien mieux. Hein. Non mais c'est vrai, c'est idiot. Mais on le fera la prochaine fois. Bien, alors maintenant, Audrey Falcou, vous qui êtes directrice de l'Office de tourisme de Provence verte et Verdon, racontez-nous la physionomie de votre territoire. En quelques mots, ça va d'où à où et pourquoi on l'appelle cette Provence verte ? Alors, c'est ce qu'on appelle l'arrière-pays en Provence ou ailleurs d'ailleurs, mais voilà, on est un petit peu éloigné du bord de mer, mais on s'en réjouit parfois. Donc c'est un territoire, une destination touristique de 43 communes, alors essentiellement de très beaux villages. Avec principalement dans les villes les plus connues, c'est Brignoles, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Cotignac et Barjol. Et en fait, c'est un territoire qui est limité au nord par les gorges du Verdon, les basses gorges du Verdon, avec les lacs d'Esparon et de Quinçon. Il est limité à l'ouest par les Bouches-du-Rhône, tout simplement. Ce sont nos amis et voisins. On est limité au sud par les barres de Cuers et Roquebaron. Donc ensuite, on va directement sur la vallée du Gapot, puis Toulon et ensuite le bord de mer. Donc on y descend très facilement quand même. Et puis complètement à l'est, on va retrouver entre Casteau et là on fait la jonction avec le territoire de la Dracénie. Voilà, donc c'est un territoire d'arrière-pays. Et on en est fiers, hein. C'est pas un mot qui nous heurte. Et c'est vrai que c'est un territoire qui est vert parce qu'il est sillonné de beaucoup de rivières, l'Argence, le Caramil, l'eau salée, voilà, beaucoup de rivières, beaucoup de ruisseaux, des lacs. Et donc même si parfois la baignade est un peu compliquée, mais en tout cas la nature elle bénéficie de toute cette eau.
sauf vraiment quand on est en période de sécheresse. Mais cette année, ce sera pas le cas a priori. Et donc, évidemment, on a un territoire beaucoup plus vert que ce qu'on peut imaginer, par exemple, sur le territoire de Marseille ou vraiment la Provence des Calanques, par exemple. Absolument. Donc, c'est quand même un paysage de garrigues et étonnamment de forêts et de petites collines, hein, c'est ça? Oui, c'est un paysage très vallonné. Et le Var, de toute façon, est un département forestier, vraiment très forestier. Et chez nous, en fait, eh bien, c'est des collines, des vignes et des forêts. Très bien. Bruno de Boisgelin, vous êtes propriétaire du château de Saint-Martin de Palières avec vos frères. Et il y a des sœurs d'ailleurs dans le lot, non? Que c'est que des frères? Et non, il n'y a que des frères. Que des frangins. Propriétaire, il n'y a que des frangins. Vous êtes à 1 heure à l'est d'Aix-en-Provence. Vous êtes perché au-dessus du village, dans un parc de 7 hectares qui appartient au château. Vous êtes vraiment l'illustration parfaite du patrimoine de cette Provence. Racontez-nous comment il est votre château. C'est un château fort, hein? C'est un château fort, en fait, c'était une citadelle qui a été construite en 1256. Elle avait sur un piton rocheux. Il y avait uniquement comme but d'être une forteresse défensive. Elle est restée forteresse pendant tout le temps où les forteresses ont eu raison d'être. Et puis après, en 1604, notre famille en a fait l'acquisition et a commencé à transformer cette forteresse en maison d'habitation, c'est-à-dire création de fenêtres, création de façades, la terrasse sur laquelle nous sommes, par exemple, tout ça a été fait à partir de 1604 et jusqu'à 1750 avec, bien sûr, à cette époque-là, la construction du parc et de la citerne du château. Et aujourd'hui, on va en parler de cette citerne parce que c'est un des endroits que j'ai découvert avec vous, mes amis, grâce à vous. C'est une des pépites du département. Il se passe des choses incroyables. Et aujourd'hui, dans votre château, il y a 57 pièces, 70 fenêtres et on est sur 4500 mètres carrés. On se rend pas compte. Mais comment on chauffe tout ça, Bruno? On chauffe pas? Non, on chauffe pas, voilà. On met des pulls. Mais on est bien chez vous? Oui, non, mais on est très bien. Non, mais on n'occupe pas l'hiver tout le château. Il y a des coins quand même qui sont plus hospitaliers. Et vous recevez des particuliers aussi qui peuvent venir à titre individuel? Oui, tout à fait. On reçoit des particuliers à titre individuel ou même des collectifs aussi, puisqu'on reçoit des associations, on reçoit des familles qui viennent faire des réunions de famille, parce qu'on a une capacité d'accueil d'à peu près 50 personnes. Et voilà, le principe, c'est que les gens viennent et sont en autonomie dans la maison. Ils arrivent avec leurs affaires. Nous, on fournit les lieux, les salles à manger, les cuisines, les chambres, et les gens se débrouillent là-dedans. Ça marche très très bien. C'est une formule qui marche très très bien. Vous m'avez dit en préparant cette émission, on n'en parle pas trop, mais on est complet hein, jusqu'en octobre. Hein. Voilà, exactement. Bon, on n'en parle pas trop. Mais encore, pour les particuliers, on peut encore trouver, vous avez un gîte de 7 places, vous m'avez dit. Hein. Oui, on a un gîte de 7 places où effectivement on peut encore y séjourner. Très bien. Nathalie Roubaud, propriétaire du château Nestubi avec votre époux qui s'appelle Jean-François, je crois. Hein, vous le saluerez, Jean-François. Il va bien, avec il est en plaisir. forme? Ça va, il travaille. Il laisse son épouse communiquer sur le domaine. Alors vous, 200 000 bouteilles par an, 70 hectares, hein, du Syrah, Grenache, Cinsault, de très beaux blancs, des chambres et puis et des mariages de 100 personnes que vous pouvez accueillir. Parlez-nous un petit peu de ce que ça représente pour vous, ce que ça veut dire l'œnotourisme. Le no-tourisme, pour nous, enfin, au départ, parce que mon mari, voilà, c'est un vrai vigneron, donc qui m'est pas communiqué. Et en fin de compte, pour nous, enfin, pour moi, à la base, le no-tourisme, c'est communiquer sur son métier de vigneron. Donc, on fait venir les gens chez nous et on leur apprend ce que c'est que le métier de vigneron, ce que c'est qu'une dégustation, ce que c'est que du vin, une cave. On leur fait participer à notre vie. Et voilà, la base pour moi de l'œnotourisme, c'est ça. C'est montrer aux gens ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment... Enfin, et aujourd'hui, vivre une expérience pour le touriste, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, c'est d'abord un contact avec un métier, une profession et surtout un amour du vin, de la vigne et de la façon dont on le fait. C'est ça, hein? Exactement. Oui, c'est un partage. Le château Nestubi, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quand même très très bien loti parce que vous êtes à Cotignac? Racontez-nous ce que c'est Cotignac, quelle place a ce village dans la Provence verte? Alors Cotignac, c'est un des plus beaux villages de France puisque le village est classé. C'est un village atypique puisqu'il est adossé à un rocher de tuf qui fait 400 mètres de long sur 80 mètres de haut. Voilà. C'est un village magnifique. J'en parle d'autant mieux que je ne suis pas originaire du village. Et vous en êtes toujours amoureuse?
Ah oui, toujours. Cotignac, j'ai vu, moi j'y suis passé il y a très longtemps et j'ai revu avec plaisir les photos. C'est absolument un village authentique, de charme, avec du caractère. Il a une singularité et il vibre d'une ambiance très particulière. On va en reparler au cours de cette émission. Séverine Besson, chargée de développement durable et des activités de pleine nature à l'Office de tourisme Provence Verte et Verdon. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices que la destination, elle est verte et qu'on y vient pour faire du vélo, on va trouver son bonheur? Alors oui, la destination, elle est verte. Néanmoins, il faut pas venir en plein été, comme l'a dit Audrey tout à l'heure. Sinon, on peut avoir un peu moins d'eau et un peu de déçu. Donc moi, je vous conseille vivement de venir en hors saison, surtout qu'il y aura un peu moins de monde et vous serez sûr de trouver un peu d'y trouver votre compte. Donc on insiste bien pour dire à nos auditeurs, venez sur les ailes, ce qu'on appelle les ailes de saison, hein, c'est-à-dire avril, mai, juin, septembre, octobre, même jusqu'à novembre, c'est bien. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme véloroute et comme sentier uniquement pour les cyclistes pour l'instant à disposition? Alors nous, on a la chance d'être traversé par l'Euro Vélo 8, donc un itinéraire européen. Et si on est très courageux, on peut le faire en entier et c'est 850 km. Mais bon, moi, je fais pas autant de vélo et les auditeurs non plus sûrement. Donc on peut en faire qu'une petite partie, notamment sur notre territoire. On a entre Riance et Pontevès, ça fait environ 45 km. Ça, c'est facile, c'est plat? C'est plutôt plat, c'est donc progressivement aménagé par le département. Donc on a de plus en plus de tronçons qui sont en piste cyclable. D'ailleurs, on avait une inauguration la semaine dernière entre Varage et Barjol. Et après, si on a un petit peu de courage, je conseille tout de même de s'écarter un petit peu de la piste et de monter au village perché qui, comme le nom l'indique, il faut faire travailler un peu plus les mollets. Faut pousser un petit peu sur le dérailleur. Très bien. On va faire une petite pause, chers amis. On va continuer à découvrir cette Provence verte grâce à vous dans cette émission. Et on se retrouve dans un instant pour évoquer la spiritualité, le patrimoine, le terroir, le château, enfin tout quoi. Tout ce qui fait le charme de cette belle région. À tout de suite. En Provence, Verte et Verdon. Des branches changent de Provence. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes dans le Var, mais quand on regarde une carte, on est un petit peu en bas, dans le quart nord-ouest du Var, dans cette Provence verte avec Audrey Falcou, directrice de l'Office de tourisme Provence Verte et Verdon. Séverine Besson est avec nous pour nous parler aussi de tourisme vert, de cyclotourisme et de randonnée et de plein d'autres choses. Nathalie Roubaud, propriétaire du château Nestubi et vigneronne et présidente des vignerons indépendants du Var, et nous parlera bien sûr du vin et de nos tourismes. Et puis Bruno de Boisjolin est avec nous. C'est un des propriétaires du sublime château de Saint-Martin-de-Palière, on peut dire comme ça, qu'il faut absolument aller voir une fois dans sa vie, hein, sinon c'est moche de louper ça. Et on se retrouve avec Audrey. Audrey, parlez-nous un petit peu de cette spiritualité qu'on a évoquée en préparant cette émission, qui commence avec Saint-Maximin de la Sainte-Baume. Oui, en fait, on a la Provence Verte et Verdon a une particularité, c'est qu'on regroupe 3 des plus grands sanctuaires de Provence, le dernier étant celui des Saintes-Maries de la Mer. Et en l'occurrence, sur le sud-est de la France, on a peu de sanctuaires très connus comme Lourdes ou Paray-le-Monial, ou voilà. Et en fait, on a la chance sur notre destination d'en regrouper 3 et des sanctuaires majeurs. Donc on a le premier qui est, alors on en parlait de Cotignac, mais voilà, dans les X pépites que représente le village de Cotignac, nous avons le sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Ce sanctuaire est un sanctuaire qui a été voué à la Vierge Marie, et on en reparlera sûrement, mais le village de Cotignac est un village d'apparition, et mariale et de Joseph, qui en fait aujourd'hui un des rares villages qu'on peut qualifier de village de la Sainte Famille. Et le village et le sanctuaire Notre-Dame des Grâces accueille de nombreux pèlerinages toute l'année et des milliers de visiteurs. Alors pèlerins ou pas forcément pèlerins, hein, et d'ailleurs sur tous les sanctuaires dont on va parler, on a l'aspect spirituel, mais on a aussi un aspect patrimonial important, et les gens viennent aussi sur ces sites pour ça. Donc on a Cotignac, et ensuite on a les sanctuaires plutôt de la Sainte-Baume,
qui sont vouées à Marie-Madeleine, puisqu'en fait, quand elle est arrivée en Provence par les Saintes Maries, les Saints de Provence se sont dispersés pour évangéliser la Provence, et Marie-Madeleine, à la fin de sa vie, est venue du côté de Saint-Maximin et du Plan d'Ops. Elle a fini sa vie dans la grotte de la Sainte-Baume, au Plan d'Ops, et donc la grotte elle-même est déjà un sanctuaire important. Et ensuite, elle a été transportée par Saint-Maximin, sur le site de ce qui deviendra la ville de Saint-Maximin, et enterrée à Saint-Maximin. Et au XIIIe siècle, eh bien, Charles II a eu vent de reliques qui se trouveraient à Saint-Maximin, a fait fouiller et a trouvé les reliques de Marie-Madeleine et a fait construire ce qui deviendra le 3e tombeau de la chrétienté, la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Oui, parce que ça, on le sait peu, mais c'est après Rome et Jérusalem le 3e tombeau de la chrétienté. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Par l'importance en fait des reliques qui sont abritées. Eh bien, voilà, la basilique de Sainte-Marie-Madeleine abrite le crâne. En tout cas, l'histoire orale dit que ce sont les reliques de Marie-Madeleine. Donc, on a une très belle crypte. En fait, la crypte de la basilique, c'était une chambre inférieure du premier mausolée, puisqu'il y a toujours eu finalement un bâtiment religieux à cet endroit-là. Et donc, cette crypte abrite des sarcophages et abrite un reliquaire en bronze doré avec le crâne de Marie-Madeleine. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Voilà, on le voit très bien. Il est très très beau dans son reliquaire tout doré. Ah oui, c'est à voir absolument. Et c'est vrai que j'ai fait des recherches et c'est un des seuls villages, enfin c'est un des seuls endroits au monde où est apparue la Sainte Famille dans l'ensemble, dans son ensemble. Alors, la Sainte Famille, c'était à Cotignac. C'est ça. À Cotignac. Et oui. En effet, oui, c'était à Cotignac. À Cotignac, c'est un des seuls villages où en effet il y a eu une apparition de la Vierge Marie, et ensuite il y a eu une apparition de Joseph, exactement. Donc et c'est un des rares villages où il y a eu les deux. Absolument. Et est-ce que c'est pour ça, Nathalie Roubaud, que le vin est bon? Ah, allez savoir. Ça joue peut-être, on sait pas. Ça joue peut-être. On dit que Notre-Dame de Grâce nous protège ici au village, donc voilà, c'est vrai. Pourquoi pas. Nathalie, vous êtes propriétaire du château Nestuby. Décrivez-nous un petit peu le château. Comment il est? C'est une grande maison. C'est pas comme un château chez les Boisgelins. C'est un peu plus modeste. Pas du tout. Oui, non, c'est plus modeste. C'est un château viticole, mais c'est une bastide provençale du 18e. Alors c'est une grande maison. Donc avec une histoire tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il y a la maison de maître et puis derrière il y a la ferme. Et cette ferme, là où on logeait jusqu'à ce que la machine à vendanger arrive, le personnel, c'est ça que nous avons transformé en chambre d'hôtes et c'est là où on accueille nos touristes. Très bien. Alors je suis touriste, je viens chez vous. Qu'est-ce que je suis sûr de trouver à part votre sourire, votre bonne humeur, votre sens de l'accueil? Est-ce qu'il y a un jacuzzi? Est-ce qu'il y a une piscine? Racontez-nous. Oui, ben voilà, vous pouvez trouver des chambres avec jacuzzi privatif dans lesquelles on sert un repas que je cuisine avec mes petites mains. Et vous servez quoi? On sert des choses assez classiques parce que les gens sont autonomes dans leur chambre, on leur propose le repas et ils sont tout seuls à dîner, donc c'est prêt à l'avance. Donc on fait du foie gras du coin, puisqu'à Carcès nous avons un producteur de foie gras. Ah oui, c'est très classique, voilà. Le foie gras. C'est classique. Après on fait, oui, c'est classique pour ce genre de soirée. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, je fais du poulet aux champignons, enfin voilà. Et puis nos vins, bien entendu. Oui, mais c'est fait par vous, donc ça a une autre valeur. Parlez-nous de votre vin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre vin? Il y a du rose, il y a les 3 couleurs. Et là le domaine le château Nestuby, c'est un domaine familial puisqu'il est dans notre famille, dans la famille de mon mari depuis 1949. Donc c'est la 4e génération avec mon fils, puisque nos enfants, on a la chance d'avoir nos enfants qui travaillent avec nous. Donc on fait 80% de rosé. D'accord. Voilà. Et après on fait du rouge et du blanc. Donc les blancs de Provence on le vend en poupe en ce moment, mais notre structure, c'est le rosé de Provence, en Côte de Provence. Et rappelez-nous les cépages, c'est... Alors la base des Côtes de Provence, des AOC Côtes de Provence, c'est Cinsault, Grenache, Syrah. Après, on a une dizaine de cépages autorisés,
Mais voilà, pour être classique, c'est vraiment la base. Et si on vient en tant que touriste cet été, est-ce qu'on vous voit travailler dans les vignes ou non, c'est le moment où c'est un peu calme? Alors la journée, surtout l'été, ça devient compliqué parce que vu les températures, on est plutôt obligé de travailler la nuit maintenant. Y compris au printemps pour les traitements, on travaille toujours la nuit pratiquement. Mais oui, on peut nous voir dans la cave pendant les vendanges, oui, puisque on est assez ouvert à pas mal de choses et on essaye de faire participer au plus nos clients. Donc voilà, quand c'est les vendanges, ils peuvent participer, ils viennent dans la cave, ils viennent voir la machine à vendanger. Voilà. Très bien. Bruno de Boisjolin, autre pépite du département du Var. Vous êtes propriétaire du château de Saint-Martin-de-Palières. Racontez-nous un petit peu où est situé ce fameux pont des Soupirs dont tout le monde parle et qui est très peu connu, qui est un peu un secret chez vous. Alors oui, ce pont des Soupirs, c'est un petit pont qui passe au-dessus de la rue, d'une des rues du village et qui permet d'aller directement du château dans l'église. C'est vrai que souvent on dit vous passez par le pont des Soupirs, mais l'issue est moins dramatique que celle du pont des Soupirs quand même. Oui. Donc, mais ça permet, c'est parce que cette église, elle a été construite par notre famille en 1660 et ils ont construit en fait deux églises, l'une à côté de l'autre, la chapelle du château et l'église du village. Et ils ont gardé en propriété la chapelle du château et donné à la commune l'église du village. Donc c'est deux églises, l'une à côté de l'autre, mais deux bâtiments bien séparés. Mais ce château, il est extraordinaire, il a une vie formidable. Il est en ce moment habité par vous, par la famille d'abord, et puis quand on le visite, on est toujours submergé par l'émotion de découvrir des tas de trucs. Est-il vrai qu'il y a une citerne dans laquelle on donne des concerts qui fait à peu près 500 mètres carrés et 8 mètres de haut? Racontez-nous l'histoire de cette citerne. C'était une citerne à eau? Oui, alors c'est une citerne à eau qui a été construite en 1750 et qui avait pour objet de récolter toutes les eaux d'écoulement du parc. Et après, vous aviez des personnes du village qui venaient, c'était des femmes avec des ânes qui venaient et qui puisaient l'eau dans la citerne pour arroser les arbres. C'est 7 hectares de parc qui ont été plantés et qui étaient arrosés par les eaux de cette citerne, qui aujourd'hui a été mise hors d'eau. Et qui, c'est mon cousin Michel de Boisjolin qui organise dans cette cathédrale des concerts tous les mercredis de juillet et d'août, des concerts de musique classique parce qu'il y a une acoustique qui est vraiment exceptionnelle et ça marche très bien. C'est vraiment, j'invite tous ceux qui entendent à y venir parce que c'est vraiment particulier. Est-ce que vous mettez des bougies partout comme c'est la mode à Paris chez nous là dans les concerts maintenant? Il y a des concerts à la bougie, c'est très bien, ça marche bien la bougie toujours. On en reparlera encore de tous les attraits incroyables de ce château. Un petit mot Séverine avec vous sur vous êtes chargée de développement durable et des activités de pleine nature à l'Office du tourisme Provence Verte et Verdon. J'ai réussi à le dire. Donnez-nous une idée à nos auditeurs et auditrices de randonnée facile, pas compliqué, pas loin et simple avec des enfants. Alors avec des enfants, ce que je recommande, ça peut être la randonnée du chemin de l'Écluse qui est située à Corrence, qui d'ailleurs est un très beau village, connu comme étant le premier village bio de France. Donc c'est une petite randonnée puisqu'elle fait 6,5 km. Il faut environ 2 heures, ça part du parking de la salle des fêtes. Ce qui est sympa, c'est qu'on traverse un petit peu le vignoble, on arrive jusqu'à une écluse. En été, on peut faire un petit coucou au canoë qui passe, toujours sympathique. Et après, il y a un à pied que l'on peut visiter puisqu'il est ouvert gratuitement et très gentiment par les propriétaires. C'est quoi un à pied ? Alors, c'est ce qu'on peut appeler un mur à abeilles. Ah, d'accord. En fait, autrefois, les ruches, elles n'étaient pas forcément en bois comme on les connaît aujourd'hui. C'était des troncs de chêne liège. D'accord. Elles étaient entreposées dans des murs pour les protéger du vent, du mistral, de l'eau ou des prédateurs. Très bien. On va marquer une pause, chers amis, pour continuer à parler de cette belle Provence verte qui regorge décidément de pépites et de choses à découvrir et qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir plutôt au moment où il fait doux, à mars, avril, mai, juin. Et puis après, vous laissez tous les touristes juillet, août, là, la foule venir et vous revenez en septembre, octobre, novembre pour faire connaissance avec nos amis. À tout de suite. En Provence, Verte et Verdon, des branches changent de Provence. Présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous découvrons la Provence verte avec Audrey Falcou, Séverine Besson, Nathalie Roubaud et Bruno de Boisgelin. Heureux hommes, heureux propriétaires du château de Saint-Martin de Palières qui nous fait découvrir un petit peu les secrets et les coulisses de ce château que je vous recommande vraiment de visiter. Et puis Séverine est avec nous aussi, elle nous parle de randonnée pédestre et de randonnée cycliste. Nathalie nous parle de vin et d'aller goûter tout simplement son vin au château Nestubi, elle est vigneronne et présidente des vignerons indépendantes du Var et de Corse. J'ai oublié de rajouter de Corse, c'est important. Oui, très important. Ouais, la Corse qu'on embrasse et qu'on salue. Audrey Falcou, directrice de l'Office de tourisme Provence verte et Verdon. Est-ce que le Verdon fait partie de la Provence verte, les gorges du Verdon ou pas du tout? Alors en fait, sur notre territoire, nous avons au nord, c'est la limite avec le 04. On a ce qu'on appelle les basses gorges du Verdon. Alors c'est pas le grand canyon du Verdon que tout le monde connaît avec le lac de Sainte-Croix. On est plutôt sur des gorges alors qui sont tout à fait magnifiques, un peu plus intimes, un chouïa moins spectaculaire, mais vraiment un chouïa de moins. Un chouïa de rien. Voilà, un chouïa de rien parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et donc, on a le Verdon qui passe, on trouve essentiellement sur notre zone de lacs, que sont le lac d'Esparon et le lac de Quinson, donc sur lequel on peut faire du bateau électrique, du canoë, voilà. Donc c'est vraiment un site magnifique, et puis peut-être un tout petit peu moins fréquenté que le Grand Canyon. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un tour de lac que vous nous conseillez à faire où on peut pique-niquer? Alors oui, on a en plus des lacs qui sont sur le Verdon, on a quelques lacs plus à l'intérieur des terres, et notamment le lac Sainte-Suzanne qui se trouve à Carcès, qui est un merveilleux petit lac émeraude. Alors malheureusement, il donne très envie, mais il n'est pas ouvert à la baignade. Mais il est ouvert à la pêche, à la balade. On a la maison de la pêche d'ailleurs qui se trouve sur les bords du lac. Et il y a un très joli tour de lac qu'on peut faire en poussette, en famille, à vélo, avec le chien. Voilà, et avec des zones de pique-nique évidemment. Très bien. Séverine, on parlait tout à l'heure de randonnée. Est-il vrai qu'il y a beaucoup de forêts dans la Provence verte, mais il y en a une en particulier qui se détache des autres, c'est une forêt relique. C'est quoi une forêt relique? Oui, alors la forêt de la Sainte-Baume, je suppose. Oui. Donc c'est une des forêts les plus anciennes en fait au monde, qui date de l'ère glaciaire. D'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle relique. Donc elle a des millions d'années. Tout à fait. C'est la même forêt qu'avait vue Sainte-Marie-Madeleine qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Oui. Oh, c'est beau. Elle a toujours été là en fait. Elle a voilà. Après, les arbres évidemment ont vécu leur vie d'arbre, mais en tout cas, elle a toujours été là. Et voilà. Ce sont des hêtres, des chênes, des quoi, des plutôt des hêtres et des ifs principalement. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'on appelle la Provence verte le château d'eau du Var, parce que c'est toujours cette verdeur, ces lacs, ces rivières, l'Argens, ces affluents. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, sur la Sainte-Baume, on avait une tradition de glacière, dont une très belle qui est encore visible aujourd'hui, qui est la glacière de Pivot. Et en fait, on montait ces espèces de monuments tout ronds et qui s'enfonçaient sous terre pour conserver la glace. C'était les ancêtres des réfrigérateurs. Et on amenait ensuite la glace à Dodane, vers Toulon, Marseille. Voilà. Et c'était notamment dans la Sainte-Baume parce qu'on a ces réserves d'eau qui ont toujours été là chez nous. Non mais c'est incroyable ces glacières là. On mettait de la glace, on les laissait se remplir d'eau et puis on attendait que la glace se fasse et on allait descendre la glace à Dodane. On était ingénieux à l'époque quand même. Ouais. En fait, il y avait plutôt des canaux. En fait, on canalisait l'eau, on la récupérait. On faisait des pains de glace et ensuite on mettait les pains dans les glacières. Bruno de Boisgelin, propriétaire du château de Saint-Martin de Palières, est-il vrai que vous possédez un magnifique pigeonnier de 850 boulins? Oui, exactement. C'est un pigeonnier qui a été construit vraisemblablement au 19e, je pense, et qui vient de faire l'objet d'une grande restauration grâce à un partenariat que nous avons fait avec la région et l'Europe et bien sûr avec l'assistance précieuse de la Provence verte, parce que c'était un dossier un peu compliqué dans le cadre d'un projet leader. Voilà, donc c'est la région et l'Europe
l'Europe qui aide de manière très conséquente une restauration patrimoniale. Nous, notre dossier a été retenu et nous avons pu le remettre en état. Donc ne boudons pas notre plaisir, c'est grâce à des opérations d'envergure comme ça, soutenues par des fonds européens et par les fonds de la région, que notre patrimoine est restauré et finalement vit. Hein. Donc c'est quand même... le contrat leader, c'est ça, hein, c'est un contrat européen? C'est le contrat leader. D'accord. Voilà. Vous avez aussi un parc de 7 hectares tout autour. Alors, vous m'avez raconté que ce parc avait été planté d'arbres, mais sur du rocher. Donc, ça veut dire qu'il a fallu trouver de la terre ailleurs. Comment ils ont fait à l'époque pour faire ça, ce truc? Ils ont arasé des collines avoisinantes, transporté la terre, construit des murs de soutènement et planté 7 hectares de terre autour de 3 allées, une que nous appelons, nous, la Grande Allée, l'allée Cavalière, une que nous appelons l'allée de l'Ours, qui est toute recouverte de buis, et une autre qu'on appelle l'allée du Nord, qui prolonge encore le parc. Voilà, et puis vous avez entre ces allées des sentiers traversants qui vous permettent de rejoindre une allée à l'autre. Ça, c'est ce que vous racontez aux visiteurs, toutes ces petites histoires du château qui sont croustillantes, là, qu'on aime bien entendre? Oui, et puis surtout, on invite les visiteurs à aller se promener dans le parc, ce qu'ils font d'ailleurs très volontiers, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un très beau parc. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot boulin. Alors peut-être que nos auditeurs... Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un boulin, donc je fais le malin. Mais rappelez-nous ce que c'est qu'un boulin. De votre pigeonnier, il y en a 850. C'est ça, il y en a 850 et les boulins, c'est les alvéoles qui se trouvent à l'intérieur du pigeonnier dans lesquels les pigeons allaient, voilà, et nichaient. Donc il y en a 850. D'ailleurs, aujourd'hui et depuis quelques jours, on est même en train de les restaurer, ces boulins qui ont l'intérieur, là, parce que c'est tous des boulins en plâtre et il faut les entretenir. Mais c'est un très très beau, déjà même un peu abîmé comme ils sont aujourd'hui, ça demeure quand même un des rares pigeonniers du Var qui est entièrement conservé à l'intérieur. Génial. Alors, il faut savoir qu'on a, sur cette zone un petit peu du haut du territoire, on a beaucoup de pigeonniers qui ont été conservés. Alors, il y en a un très beau à Saint-Julien, mais il y en a aussi un très beau à Bruriac qui vient aussi d'être complètement restauré. Et lui qui a 8000 boulins. En fait, un boulin, voilà, c'était là où nichait un couple de pigeons. Et on utilisait ce que les gens, on imagine toujours les pigeons voyageurs, mais en réalité, les pigeonniers chez nous étaient utilisés essentiellement pour la viande et pour l'engrais, pour en faire de l'engrais. Voilà. Aux alentours, Benoît, vous avez quoi? Vous avez l'abbaye du Toronnet? Alors oui, Bruno, pardon, j'ai dit Benoît. Bruno, je l'ai débaptisé, Benoît. Bruno, juste un petit mot autour de vous. Qu'est-ce qu'on découvre si on arrive à s'échapper du château? Vous avez d'abord tout le territoire de la communauté de communes qui est vraiment très intéressant. Vous avez la Verdière avec son château, vous avez Saint-Julien-le-Montagnier qui est vraiment un village magnifique, vous avez Esparon aussi avec son château. Voilà, c'est vraiment dans un périmètre d'une quinzaine de kilomètres, on a vraiment des belles balades à faire à vélo, à pied, voilà, c'est tout à fait intéressant. Oui, j'ai vu, enfin, en préparant cette émission avec Séverine, on a comptabilisé 400 km de sentiers de randonnée pédestre. C'est quand même bien. C'est pas mal. Autour de vous aussi, Nathalie, même question. Si on arrive à s'échapper de chez vous, ce qui est difficile, parce qu'on est quand même vachement bien, qu'est-ce qu'on trouve autour? Évidemment Cotignac, mais une multitude de petits villages, la même chose entre Casteau. Voilà, on peut monter vers le Verdon puisqu'on n'est pas loin d'Esparon et donc on peut aller faire la balade dont vous a parlé Audrey tout à l'heure, qui est merveilleuse. Voilà, donc vous avez Carcès avec son château, vous avez le petit village de Montfort-sur-Argence, voilà. On retourne à Corrence aussi puisque vous avez aussi l'Argence qu'on peut longer. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est à 10 minutes. Tout est simple en fait, tout est à portée de main et à portée de pédalier. Audrey Falcou, un petit mot sur l'hébergement de la Provence verte. Qu'est-ce qu'on trouve principalement? C'est plutôt chez l'habitant, plutôt de façon authentique comme ça, rurale, des gîtes? Oui, on a évidemment quelques sympathiques hôtels qui Bien nous sûr, accueilleront. Et qu'on adore. Mais pour autant, c'est vrai qu'on est quand même sur une zone
aussi agricole et au final, il y a eu une tradition depuis très longtemps et Nathalie en est d'ailleurs une digne représentante de chambres d'hôtes qui se sont créées au départ, souvent chez les agriculteurs et des gîtes également. Alors maintenant, les choses ont un petit peu évolué, on le sait, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'hébergements de charme, de très belles chambres d'hôtes et beaucoup de gîtes. Donc on est plutôt sur des locations entre particuliers. D'accord. Séverine, si je suis amoureux de la moto, du camping-car, je trouve mon bonheur à me promener dans cette Provence verte que je voudrais découvrir de pleine nature et verte. Oui, pour tout ce qui est camping-car, on a plusieurs aires de camping-car qui sont développées, notamment ces dernières années. Donc, aucun problème pour trouver où vous poser. Et après, on a plein de petites routes sinueuses. Donc, ça fait le bonheur des... Ça, les motards, ils adorent quand ça fait comme ça. Et des campings où planter sa tente, il y en a aussi, ça se trouve? Oui, on en a quelques. D'accord. On en a maintenant à Coran si vous voulez rester au cœur de la verdure et après un peu plus vers la Sainte-Baume ou vers les gorges du Verdon aussi également. Est-ce qu'il y a des belles zones protégées aussi, des parcs naturels? Alors nous, on a la chance d'avoir 2 parcs naturels régionaux, donc la Sainte-Baume et le Verdon, comme on en a parlé déjà tout à l'heure. On est aussi en limite avec le grand site de France Concorde-Sainte-Victoire. Et après, la grande majorité du territoire est sous périmètre Natura 2000. Donc on a vraiment une nature préservée et qu'il faut préserver également. Parfait. On marque une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour vous donner encore des idées et des conseils de visite et de découverte de cette belle Provence verte qu'on aime, qui est, rappelons-le, située, où ça, Audrey, dans le quart nord-ouest du département, hein, c'est ça? Du Var. Du Var. Absolument. On est dans le Var, on est dans cette belle région et ce beau département du Var qu'on aime. Fête de garrigues, de montagnes, de forêts, de spiritualité et de patrimoine et de vin. À tout de suite, mes amis. En Provence, Vert et Verdon. Des branches changent de Provence. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes dans cette belle Provence, dans ce coin du Var qu'on aime tant, où des abbayes, des couvents, des châteaux ont été bâtis, grand paradis du randonneur, des cyclotouristes, de ceux qui aiment la gastronomie, le terroir, le vin, et puis aussi une forme de tourisme qu'on aime bien aussi ici à Sud Radio, c'est le tourisme vert, le slow tourisme, où on prend son temps de parler aux gens, de faire leur connaissance, de s'installer chez eux, dans leur château, de manger du foie gras, et de découvrir de belles forêts, assez inattendues. On est avec vous, mes amis, pour parler de cette belle destination qui est, je vous le rappelle, le quart nord-ouest du département du Var, avec Audrey Falcou, qui est directrice de l'Office de tourisme de Provence Verte et Verdon. Séverine Besson, elle est chargée du développement durable et des activités de pleine nature à l'Office de tourisme. Et Nathalie Roubaud est avec nous aussi, elle est propriétaire du château Nestubi, elle est vigneronne et présidente des vignerons indépendants du Var et de Corse. Et puis Bruno de Boisjolin est avec nous, un des propriétaires du château de Saint-Martin de Palières qui voulait, en concluant cette émission, Bruno, nous parler de l'accueil formidable que vous réservez à toutes celles et ceux qui sont venus. Et d'ailleurs, j'ai eu des échos de la Mad Jack qui est venue il n'y a pas longtemps. Oui, ça a été un gros événement. Un truc de fou. Alors ça, c'est un truc de fou, ça là. Et ils sont rigolos, mais ils sont un peu exubérants, hein. Ils sont exubérants, mais alors c'était remarquablement bien organisé. Nous, on a eu 600 personnes dans la cour du château. 600 personnes 600 personnes jusqu'à minuit. S'ils avaient prévu jusqu'à minuit, ils se sont arrêtés à minuit. Il y avait une ambiance de fou et c'était vraiment très sympa. Puis j'ai été très, très agréablement surpris le lendemain matin de trouver vraiment la cour impeccable avec pas un papier par terre ni un mégot de cigarette. Et je trouve que ça mérite d'être dit. Ah oui. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors voilà, c'était très sympathique. Pour nos auditeurs et auditrices, ça a donné l'occasion de faire des visites aussi du château. Pour nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas la Mad Jack, c'est quoi? C'est un rassemblement de randonneurs, pédestres, cyclistes qui se donnent rendez-vous. Vous connaissez ça, vous, Audrey? Ouais. Alors la Mad Jack, en fait, c'est parti d'une bande de copains qui a organisé un espèce de road trip au départ plutôt en stop. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une aventure. C'est pas une course, donc elle peut se faire en canoë, à pied, à vélo, en stop, etc. Mais c'est vraiment une aventure à la découverte de territoires plutôt ruraux. Et donc, en fait, c'est à l'initiative de l'Office de tourisme on les a fait venir pour la première fois dans le Var. Donc, il y a l'organisation de la Mad Jack qui organise tout ça.
et qui sont portés et aidés par les territoires qui les reçoivent. Et en fait, on reçoit plus de 500 joyeux de riz qui viennent découvrir pendant 3 jours des territoires ruraux. Donc on leur fait faire des checkpoints dans des domaines viticoles, chez des producteurs de terroir. Ils sont vraiment là pour partager avec les gens et pour découvrir aussi nos paysages. Et on a eu des retours incroyable de cette aventure-là. Ouais, c'est une très belle. Il y en aura une autre en 2026. Bah, on espère parce que c'est toujours bien fait, c'est bon enfant et puis les gens sont très respectueux des endroits où ils vont. Et puis la Madjak, c'est aussi quelque chose pour l'Office de tourisme, ça donne une renommée incroyable. C'est une sorte de Pékin Express mais sans les caméras et plutôt régional, hein, on va dire ça. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment ils sont là pour s'amuser, pour découvrir. Pour partager avec les gens. Il y a vraiment beaucoup d'échanges avec les locaux et comment dirais-je, l'essence de la Madjak, c'est vraiment de partager avec les territoires sur lesquels ils sont. D'accord. Bruno, vous les avez reçus, donc tout s'est bien passé jusqu'à minuit. De toute façon, la gendarmerie n'est pas loin. Au pire, voilà, hein, il y a toujours 2 gendarmes de dispo. Après, quels sont les grands rendez-vous pour vous là cet été, en septembre, même jusqu'en octobre? Alors, on a beaucoup de week-ends qui sont pris pour des familles qui viennent faire chez nous des réunions de famille à 15, 20, 30, 40 ou 50 personnes. Il y a quelques mariages, mais on n'y court pas trop derrière. Il y en a quelques-uns, c'est essentiellement des mariages qui sont en lien avec la famille. Il y a notre famille, puisque c'est avant tout une maison de famille, hein. Je le dis toujours quand les gens viennent, c'est pas un musée, c'est une maison dans laquelle on vit. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous revient. On a un très bon retour des gens à ce niveau-là. Et on organise bien sûr des visites. Les mois de mai et de juin, c'est les jeudis après-midi, et septembre, le jeudi après-midi, et les mois de juillet et d'août, c'est jeudi et vendredi après-midi. Et puis après, on fait des visites sur rendez-vous à partir de 4 personnes. Voilà. Très bien. Les visites que nous faisons au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, c'est des visites conjointes avec la cathédrale souterraine. Au château de Saint-Martin de Palières, c'est là où on vous trouve, on regarde sur la carte, c'est facile. Audrey, quels sont les grands rendez-vous là de la Provence verte? On n'a pas parlé par exemple des fontaines, tout ça, c'est bien de Barjol, c'est drôlement chouette à faire ça. Brignoles. Oui, Barjol est vraiment un de nos très beaux villages. Avec plus de 40 fontaines et lavoirs, et on peut aller chercher le circuit des fontaines et lavoirs à l'Office de tourisme et vraiment découvrir le village au fil de l'eau. Une très belle collégiale, enfin vraiment un très très joli village. Ensuite, on a évidemment Brignoles, qui abrite le Palais des Comtes de Provence. Alors il y a un musée à l'intérieur qui pour l'instant est en travaux pour quelques années, mais le cœur médiéval se visite et le palais s'admire de l'extérieur. On a également beaucoup de châteaux. Alors on a parlé évidemment de Saint-Martin, mais on a le château de Vins-sur-Caramie qui organise des visites l'été, notamment par exemple on parlait tout à l'heure de bougies, d'une visite à la bougie. Il y a un petit escape game. Enfin il y a plein de choses aussi au château de Vins-sur-Caramie. Des abbayes. Comment? Des abbayes. Oui, il y a l'abbaye de la Selle, qui est un joyau roman vraiment au cœur de la Provence verte. Sublime, qui est gratuit en plus, hein, puisque c'est un monument qui est géré par le département du Var. Et donc, il se visite gratuitement, donc il faut en profiter. Est-ce qu'il faut voir le musée des Gueules Rouges aussi? Absolument. Alors, il faut ça, c'est absolument voir le musée des Gueules Rouges. C'est un musée qui retrace l'histoire des mines de bauxite, puisque notre territoire a vécu jusque dans les années 80 autour des mines de bauxite. Et puis elles ont fermé. Ensuite, on a fait d'autres choses, mais c'était les mines et la vigne chez nous. Et le musée retrace ça, et ce qui en fait sa particularité, c'est que il a une galerie reconstituée à l'identique, et on apprend toute l'histoire de la vie des mineurs. Et il se passe beaucoup de choses dans ce musée, beaucoup d'animations, beaucoup d'événements. Voilà, donc vraiment il faut pas le rater. Et juste à côté, on a à Tourves, hein, puisque le musée des Gueules Rouges est à Tourves, et juste à côté on a les vestiges du château de Valbel, qui est un site absolument incroyable, avec des choses très insolites, une pyramide, une obélisque, voilà. Et l'Office de tourisme y a créé un escape game outdoor qu'on peut faire toute l'année quand il fait plutôt beau. Et donc on peut coupler le musée des Gueules Rouges et puis l'escape game du château de Valbel. Donc voilà, ça fait une belle journée. On peut pique-niquer sur place et
ça fait vraiment un truc très chouette pour tous. De toute façon, vous êtes un coffret à pépites dans cette région du Var. Il y en a partout. Nathalie Roubaud, vous avez aussi un escape game, vous, chez vous? Oui, on a un escape game. Alors, en partenariat avec l'Office de tourisme, qui a mis au point un escape game qui s'appelle Vino Secreta. Et donc, qui nous mettent à disposition. Donc, on reçoit des groupes, des familles, enfin, même des individuels, pour faire cet escape game dans les vignes, dans la cave, et qui finit évidemment par une dégustation de vin. Oh. Et c'est très enrichissant parce que ça fait vraiment participer les gens à la vinification, enfin, aux méthodes de vinification. Et vraiment, on est très content de ce partenariat. D'accord. Séverine, on parlait tout à l'heure de la randonnée, du cyclotourisme. Est-ce qu'il y a d'autres activités sportives qu'on peut faire dans la Provence verte? Oui, alors tout à l'heure, on a parlé de la pêche, bien évidemment. Et aussi, on peut faire de l'escalade, puisqu'on a plusieurs sites d'escalade, du niveau débutant au niveau expérimenté. Moi, ce que je recommande, c'est surtout le Vallon-Sourne, puisque le cadre est vraiment magnifique, entre Châteauvert et Corrence. Et si vous voulez aussi avoir le mérite de grimper et d'avoir une belle vue à l'arrivée, vous pouvez faire de l'escalade un peu au-dessus du lac de Carcès, où vous aurez une vue sur le lac. Absolument. Et est-il vrai qu'on peut acheter des cartes de pêche à l'Office de tourisme? Oui, tout à fait. On vend plusieurs cartes. Alors, il y a plein de tarifs, mais si on peut résumer, par exemple, la carte pour les personnes majeures, à la journée, on va parler, elle est à 17 €. D'accord. Et pour les mineurs, on est sur des tarifs plus inférieurs, de 7 à 26 € selon l'âge, mais pour l'année cette fois-ci. Et tout ça pour faire le plein de poissons qu'on va déguster le soir, accompagné d'un bon petit rosé de Provence. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est ça. Bruno de Boisgelin, quel est le prochain concert dans vos citernes? Alors, dans les citernes, oui, c'est mon cousin Michel qui les organise. Salut Michel. C'est le premier mercredi de juillet. D'accord. Et tous les concerts ont lieu les mercredis de juillet et d'août. Très bien. Nathalie, quel est le petit coin que vous préférez à Cotignac? L'endroit où il faut vraiment aller? Le conseil que vous donneriez à un ami? Il y en a beaucoup des coins, mais il y a Le Cours, qui est la rue principale du village, sous les platanes. Le mardi, le jour du marché, aller boire un verre de rosé sur Le Cours, c'est inimitable, c'est unique. D'accord. Et vous, Audrey, votre petit coin en Provence verte que vous adorez? Alors moi, j'ai un petit coin parce que j'habite un petit peu plus au sud de la Provence verte. Et moi, j'ai un coin avec lequel j'allais quand il était petit avec mon fils, qui s'appelle le Pré de la Font à Sainte-Anastasie, qui est un super coin pour les pique-niques et pour les familles, qui est au bord de la rivière et qui est un coin vraiment très très chouette, très bucolique, et on adorait aller là. Génial. C'est vous, Séverine, en 2 mots, si votre coin le plus instagrammable? L'Écluse, au niveau de Vins-sur-Caramie, pareil, il y a de l'eau, c'est assez bucolique et on a une très belle vue sur le château, et en plus on peut faire une petite balade si on est un peu curieux et qu'on continue le chemin le long d'un petit canal, donc c'est assez sympa. C'est romantique, on peut faire des demandes en mariage par exemple, c'est beau? Absolument. Moi j'attends toujours. Ça va. Justement, lançons l'appel à tous nos 630 000 auditeurs de Sud Radio du dimanche. Séverine est un cœur à prendre. Bruno de Boisgelin, quel est votre petit coin à vous que vous recommanderiez à un ami? Le château de Saint-Martin, bien évidemment. Bah oui. Donc il y en a beaucoup de coins. C'est difficile d'en préciser un, mais moi j'aime beaucoup aussi le secteur de la Verdière. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis Sillan, la cascade, bien sûr. Aussi. Bien sûr. On n'en a pas parlé, mais c'est un très joli coin. C'est vrai. Le mot de la fin, il est pour vous, Audrey. Donnez encore une fois, et s'il est encore possible, mais je crois que on a été vraiment à fond là. Donnez encore à nos auditeurs l'envie de venir en Provence verte, découvrir votre merveilleux territoire. Peut-être qu'on peut parler des événements un petit peu qui auront lieu là au printemps. Donc, on a de super festivals de musique classique. On a parlé des concerts en route à la Citerne, mais il y a les nuits musicales de Balzog, les
les soirées musicales de l'Abbaye de la Selle. Et puis, on a un super festival de cinéma en plein air à Cotignac, l'Étoile du Sud. Et puis, on peut encore parler du Bouchon de Tourves, qui n'a lieu que les années impaires. Donc, il aura lieu cette année le 15 août à Tourves. On reconstitue de manière... un bouchon de voiture sur l'autoroute, sur la Nationale 7 sur la Nationale 7, donc ça c'est très typique de chez nous. Et puis dans les grandes manifestations de l'été, on aura les médiévales à Brignoles. Génial. Merci mes amis d'avoir si bien vendu et parlé de la Provence verte que vous aimez tant et de nous avoir donné tant d'envie de venir vous voir et de l'aimer aussi, cette belle Provence verte. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, dans La France à découvrir sur Sud Radio. Bravo à la Provence verte. Salut. À la semaine prochaine. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Provence, verte et verdon, des branches changent de Provence.